BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. Merci d'être avec nous. Bitcoin passera-t-il le fameux cap des 6 chiffres des 100 000 $ avant la fin de l'année? C'est la question que tout le monde se pose. Et pour y répondre, nous sommes en ligne avec Vincent Gann, analyste financier indépendant. Bonjour Vincent, on en parle dans quelques secondes. Et puis, qu'y a-t-il derrière Solana, cette crypto, cette blockchain, cette entité qui fait beaucoup parler en ce moment? On en parlera avec Arthur Dietrich. Bonjour Arthur, directeur de Super Team France, donc chez Solana France, l'entité France de Solana. Avec vous, on va soulever le capot, voir comment ça marche, ce qu'il y a derrière, à quoi ça sert. On a beaucoup de questions à vous poser. Et puis, Hyperliquid, c'est un airdrop, un des plus gros airdrops de l'histoire crypto qui a fait beaucoup d'heureux. On en parlera dans quelques instants avec vous, Lilian Aliaga. Bonjour. Bonjour Amaury. Et donc cofondateur de Oak Research. Et puis, on reviendra aussi sur le marché crypto, sur tout ce qui s'est passé au mois de novembre. Mais d'abord, on file sur le marché crypto. Je le disais avec Vincent Gann. Bonjour Vincent. Vincent, il y a 10 jours, on était à plus de 99 000 $ sur le Bitcoin. Et puis, ça a baissé un petit peu. Ça a baissé. On est à l'instant, on se parle autour des 94 500 $. Et j'ai une question simple, Vincent. Vous avez dit ici sur cette antenne que le Bitcoin sera à plus de 100 000 $ avant la fin de l'année. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui, cher Amaury, vous m'avez fait peur. J'avais oublié exactement le timing que je vous avais fixé. Mais oui, aucun souci. Les 100K d'ici la fin de l'année. Alors, c'est pas très surprenant ce qui se passe. Le marché a marqué son point haut vers le 22 novembre. 35% de hausse en novembre. C'est grosso modo, on est dans la moyenne historique de ce que fait Bitcoin au mois de novembre. C'est super simple. Vous savez, même en bull run, il y a des phases comme ça de correction. Même correction, c'est même pas le mot bien choisi. Plutôt des phases de retracement. Ça construit la tendance haussière. Moi, je trouve ça très sain, là, le fait de marquer une pause sous les 100 000 $. Lorsque vous regardez les cycles passés, 2012, 2016, 2020, toutes ces corrections court terme, en phase initiale de bull run, ça dure jamais plus de 2-3 semaines grand max. En termes d'amplitude, 15-20%, et systématiquement sur les opportunités d'achat. Là, le marché s'est replié de 190, ça fait moins 10%. Il y a quelque chose aussi que je trouve d'assez rassurant, c'est que depuis environ 10 jours, la dominance du Bitcoin est en chute. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a une participation à la hausse de la profondeur des altcoins. Ça aussi, c'est très simple. Donc moi, mon scénario, c'est quoi? C'est que cette phase de consolidation, c'est à peu près 10 jours. Là, ça durera max 2-3 semaines, peut-être encore quelques séances. Et j'estime que toutes les incursions de Bitcoin, entre 85 et 95 000, et même, je vais préciser, entre 90 et 95 000, c'est une opportunité d'achat. Et quant à la cible des 100 000 $, bon, elle a été approchée, mais ce qui vous intéresse, c'est quand est-ce qu'elle sera dépassée. Ma conviction, oui, c'est qu'elle est dépassée avant la fin du mois de décembre, cher Amaury. Et Vincent, justement, si cette cible des 100 000 $ est dépassée avant la fin du mois de décembre, alors, personne n'a de boule de cristal, là on discute juste simplement entre nous, mais d'après vous, si on passe les 100 000 $, il va y avoir une accélération à la hausse derrière? Ça peut booster le marché, je parle du Bitcoin, ou alors ça peut au contraire le freiner un petit peu, avoir des prises de profit? Oui, voilà, on évolue sur des sommets historiques, donc ça, l'analyse technique apporte des repères puisqu'elle permet de se projeter sur des objectifs de prix qu'on n'a jamais vus. Moi, le seuil que j'ai au-dessus des 100 000 $, c'est les 115 000 $, donc effectivement, dépasser les 100 000. Il y a tellement, si vous voulez, de pression vendeuse qui va se faire déboucler au-dessus des 100K qu'on aura une accélération rapide à 115 000 $. Première étape, terminer la consolidation entre 85 et 100, peut-être encore maximum quelques séances, et ensuite on passera les 100K. Je pense même qu'on les passera avant le 15-16 décembre. Vous voyez, donc j'essaie d'être le plus précis possible pour vous, cher Amaury. C'est très précis, Vincent. Et dernière question, vous parliez de la dominance du Bitcoin qui baisse, de ce marché des altcoins. Où est-ce qu'on en est là? Est-ce que les altcoins remontent pour la plupart, ça se réveille. Est-ce que ça y est, on peut parler de bull run pour les altcoins? Ou alors c'est encore un peu timide selon vous? Effectivement, c'est assez surprenant. Moi, je m'attendais pas à ce que la dominance baisse si vite, mais finalement, on commence à répéter. On répète le cycle de 2020. C'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même de la pression du côté des alts, du fait des corrélations. Maintenant, est-ce que la vraie saison des alts a démarré? Je pense pas qu'on puisse affirmer ça. Il faudrait vraiment que la dominance casse des gros supports. C'est pas encore le cas. Mais par contre, voilà, c'est très convaincant. Il y a aussi le réveil de certains jetons des stars, des ex-stars du cycle passé. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Donc, ça nous annonce en tout cas que l'année 2025 sera non seulement exceptionnelle pour Bitcoin, mais que Bitcoin ne sera pas le seul à en profiter. Donc, il y aura vraiment une participation de ce que moi j'appelle la profondeur des alts. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un bon point.
des 10 derniers jours, malgré la consolidation de Bitcoin. Eh bien, merci beaucoup Vincent Gane, analyste technique, analyste financier indépendant pour ces prévisions qui font plaisir. Voilà, merci Vincent, bonne journée et à très vite pour reparler. Peut-être qu'on aura passé les 100 000 $ sur le Bitcoin d'ici votre prochain passage. Évidemment, on parlera dans quelques instants, Arthur, de Solana, qui fait beaucoup parler, qui fait partie de ces altcoins qui ont clairement surperformé le marché là ces derniers mois. C'est assez incroyable. Mais d'abord, Lilian Aliaga, donc cofondateur de Oak Research. Avec Oak Research, vous avez sorti un dossier pour revenir un petit peu sur ce mois de novembre qui a été complètement fou sur le marché crypto. Il s'est passé plein de choses. Là, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit, la première chose qu'on pourrait retenir de ce mois de novembre? Alors, il y a énormément de choses à retenir. Effectivement, on publie avec Oak Research des revues mensuelles sur le marché crypto et tout un tas d'autres rapports, mais ces revues mensuelles, c'est vraiment, on va regarder tout ce qui s'est passé, les principales cryptos qui ont performé et différents indicateurs que j'essaie de vous présenter à chaque fois que je viens sur cette émission. Et je l'ai donc publié hier et c'est vrai qu'il y avait énormément de choses à raconter. Il s'est passé tellement de choses en novembre. On va pas refaire toute l'histoire, mais depuis l'élection de Donald Trump, voilà, ça a été. Je crois que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autant d'agitation sur le marché crypto. Et ce que je retiens, c'est exactement ce qu'a expliqué Vincent, c'est-à-dire qu'on est en train de voir les premiers indicateurs d'une potentielle alt season. On n'a pas des indicateurs vraiment concrets, mais on est aux prémices. Le premier, c'est celui que je vous présente assez souvent, c'est la dominance de Bitcoin. Vincent l'a rappelé. Elle était en tendance haussière depuis 2022. Elle est en train de baisser, en tout cas elle a bien baissé en novembre 2024 et on s'attend à ce que cette tendance s'inverse, donc on passe en tendance baissière, ce qui signifie donc que les liquidités vont vers les altcoins. Ça, c'est le premier indicateur. Le deuxième indicateur, c'est que si on regarde un petit peu les index des catégories du secteur des cryptos autres que Bitcoin, donc Memcoin, Layer 1, Layer 2, DeFi, eh bien, elles ont toutes surperformé Bitcoin. Et ça, c'est une première depuis plusieurs mois. Bitcoin a fait 35% en novembre. Les Layer 1, c'est 40%, les Layer 2, c'est 60%, les Memcoin, c'est 80%. Et ça, pour toutes les catégories. Ça, c'est une première. D'habitude, ça se passe pas vraiment comme ça. Et puis, si on regarde, et Vincent l'a aussi évoqué, les cryptos les plus performantes, on parle là, dans le top 10, c'est du 200, 300%, 400%, c'est énorme. Et ce sont que des cryptos, des anciens cycles, ce qu'on appelle les dino coins. C'est un peu, d'une certaine manière, quand même, de les moquer. Mais ce sont des cryptos qui sont là depuis au moins 2017, qui ont une énorme capitalisation, qui n'ont pas forcément énormément d'activité pour la plupart. En tout cas, il y a beaucoup d'autres projets plus en tendance et qui font beaucoup plus de choses en ce moment dans le marché. Et ça a étonné beaucoup de personnes. On peut citer XRP par exemple, XRP qui a dépassé Solana, qui a dépassé l'USDT. 410% de hausse en un mois. XRP, c'est tout à fait exceptionnel. Il y a plein de raisons qui peuvent l'expliquer derrière, mais voilà, ça fait partie de ces très grosses capitalisations qui ont performé. Et il y a eu beaucoup de questions, je voyais sur les réseaux sociaux, de personnes qui se demandaient pourquoi est-ce que les tendances dont on parle depuis plusieurs mois, comme l'IA, comme les Memcoin ou quoi que ce soit, n'ont pas tant performé en novembre par rapport à ces cryptos-là. La réponse, c'est ce qu'a évoqué rapidement Vincent, c'est que dans un cycle de marché un peu classique, on a le Bitcoin qui agrège des liquidités, c'est la dominance de Bitcoin qui augmente, et puis on commence à avoir des ruissellements de liquidités, d'abord vers les très grosses cryptos très capitalisées, donc celles dont on a parlé. Après, ça va aller vers l'Ether, puis ça va aller vers ce qu'on appelle les mid-cap, donc les moyennes cryptos en termes de capitalisation, et puis finalement vers les low-cap, donc là c'est les très petites capitalisations. À ce moment-là, c'est l'euphorie de marché, et c'est souvent la fin du bull run. Donc là, on est en train d'assister, et c'est ce que je disais tout à l'heure, à ces premiers signaux qui nous indique qu'on pourrait avoir une alt season plus prolongée dans les prochaines semaines. Et Arthur, et on a aussi d'ailleurs, je suis souvent les récaps que vous faites qui sont hyper complets. On a aussi de plus en plus de personnes qui se font éduquer, qui rentrent par le biais de médias grand public et qui arrivent par le Bitcoin et qui ensuite commencent à s'intéresser à d'autres jetons. Et donc on commence par Bitcoin et par la suite les gens commencent à devenir de plus en plus éduqués et vont aller voir justement d'autres protocoles, d'autres blockchains et voir les technologies, ils vont investir. Et c'est clairement le cycle classique. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est assez prometteur le fait, si on lit avec l'élection de Donald Trump. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est le fait que, en fait, il y a eu un peu une libération et qu'en fait, il y a beaucoup moins aujourd'hui de contraintes légales et on voit qu'on est sur un marché qui est beaucoup plus ouvert aux cryptos et du coup, le grand public est beaucoup plus en confiance et rentre du coup par
par Bitcoin, par la grande porte, et va après s'éduquer par la suite, quoi. Et dans toutes ces cryptos, il y a notamment ces fameuses altcoins, hein, donc un peu toutes les cryptos sauf le Bitcoin. Il y a notamment Solana. Dans quelle catégorie on peut placer Solana? C'est pas vraiment un dinocoin, c'est quoi? C'est 2020, la date à peu près? Entre 2019 et 2020, Solana. Ouais. L'idée de Solana, en fait, c'est juste de pouvoir avoir en fait une technologie qui permet en fait de faciliter les paiements, de favoriser les transactions. Les coûts de transaction, je pense que tu pourras également le dire, c'est vraiment très minime et permet une rapidité exceptionnelle, ce qui permet d'avoir des transactions grand public très rapides. Il y a eu beaucoup de partenariats avec Shopify, Stripe, Visa, etc. qui montrent vraiment l'ambition aujourd'hui de Solana à vouloir se placer en référence sur les paiements grand public. Et ça, je trouve que c'est un point qui est assez intéressant pour connaître aujourd'hui la différenciation de Solana. Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a plein de gens qui peuvent nous écouter et qui se disent, mais en fait, c'est quoi une crypto? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et en fait, vous êtes un peu un des visages de Solana en France. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi? C'est une crypto, c'est une sorte. Il y a une société derrière ce nom Solana qui permet de faire des transactions plus rapides, moins chères, c'est ça? Pour qu'on comprenne un petit peu ce qu'il y a derrière, en fait, à quoi ça sert? C'est une très bonne question, Amaury. En fait, l'idée, elle est assez simple. C'est que Solana, aujourd'hui, c'est un réseau open source qui permet, en fait, à plein de sociétés de pouvoir développer des projets sur la technologie Solana. Et en fait, cette technologie, elle a pour but vraiment de devenir grand public et de voir vraiment des use cases, donc des cas d'usage très simples qu'on peut vraiment appliquer. Parce que la plupart des gens se disent à chaque fois, mais ça sert à quoi la crypto? Je vous donne un exemple concret. Vous voyez tous les distributeurs dans les gares où vous achetez vos canettes et vos barres chocolatées. Ce que vous voulez. Ouais. Voilà, ce que vous voulez, achetez ce que vous voulez. Mais mangez ça. Ouais. Et en gros, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a fait un test avec justement Selecta, qui en gros le leader. On a placé en fait un boîtier où on pouvait payer en fait en stablecoin sur Solana, et on avait des transactions qui étaient beaucoup plus rapides qu'une carte bancaire classique, et on avait aussi des frais de transaction qui étaient beaucoup moins chers qu'un système bancaire classique. Donc on arrive sur des choses qui sont quand même assez intéressantes. Donc là, vous êtes en train de nous dire que si vous voulez vite votre barre chocolatée, faut passer par Solana, quoi. Ben non, mais c'est un use case aujourd'hui un cas concret d'utilisation dans la vie de tous les jours, et je trouve que c'était quelque chose où on va pas forcément travailler sur des milliards, des choses comme ça, mais c'est des cas d'usage assez précis. Et en fait, Solana, cette technologie, l'objectif, c'est vraiment de rendre une technologie grand public et que tout le monde construise dessus, en fait. Et alors, je vous pose un peu la question à tous les deux, répond qui veut, mais bon, il y a plein de concurrents. On peut dire qu'Ethereum, c'est un concurrent de Solana, ou Solana un concurrent d'Ethereum, bref, comme on veut. Il y en a d'autres. Comment ça marche un petit peu cette guerre, un petit peu des réseaux, à qui va être le plus rapide, à qui va être le moins cher? Lilian, comment ça se passe? Parce qu'en fait, on entend qu'il y a plein de réseaux, on comprend plus trop qui est le meilleur, qui va survivre, qui a vraiment des parts de marché. C'est une question qui se pose depuis 2021, même un petit peu avant. Le premier projet à avoir pensé à l'idée d'utiliser la blockchain pour implémenter ce qu'on appelle des smart contracts, donc des contrats intelligents qui sont automatisés et qui permettent justement de créer des applications décentralisées, des solutions de paiement ou quoi que ce soit d'autre, tout ce qu'on a envie de créer dessus, c'est Ethereum. En 2015, dans ces eaux-là. Et puis derrière, évidemment, il y a eu d'autres projets qui se sont lancés. Pourquoi? Parce que quand on a une blockchain, donc comme Solana, comme Ethereum ou d'autres, on a un problème, c'est qu'on n'arrive pas à résoudre ce qu'on appelle le trilemme de la blockchain, c'est-à-dire être décentralisé, donc avoir beaucoup de nœuds sur le réseau, beaucoup de personnes qui sont connectées sur le réseau et qui lui permettent d'être décentralisées, être scalable, donc c'est ce qu'est Solana par exemple, c'est-à-dire être capable d'avoir plein d'utilisateurs en même temps sans que les frais augmentent et avoir peu de latence sur le réseau, donc décentralisé, scalable et sécurisé. Et donc sécurisé, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui participent au consensus du réseau. C'est-à-dire, pour prendre l'exemple d'Ethereum, beaucoup de stakers, des gens qui placent leur Ether dans le réseau pour le sécuriser. Ce trilemme-là, il est insoluble actuellement. Ethereum a fait le choix d'avoir la décentralisation, la sécurité, au détriment de la scalabilité. Alors il y a d'autres options derrière. Solana a plutôt axé sur la scalabilité. C'est deux stratégies différentes, mais c'est deux stratégies qui se valent. Maintenant, le résultat, et on l'a constaté sur les 2 dernières années, c'est que Ethereum a eu du mal à passer à l'échelle, comme on dit, à attirer plus d'utilisateurs. Il y a toujours autant de développeurs, mais plus d'utilisateurs, là où Solana, depuis les 2 dernières années,
En fait, c'est la blockchain la plus rapide. C'est là où on peut aller s'amuser si on veut pour les mêmes coins ou pour toute autre chose. Et donc, sur les 2 dernières années, c'est là où il y a les meilleures performances. Et on en parle dans nos rapports sur Oak Research. Quand on regarde les Layer 1, les performances de Solana, les revenus générés par le protocole, le nombre d'utilisateurs, les volumes de transactions, etc. sont souvent au-dessus de ceux d'Ethereum. Et Arthur, justement, il y a une, on en parlait dans cette émission. En 2017, on a eu un peu un cycle porté par les ICO. Ouais. En 2021, on a eu un cycle qui était pas mal porté aussi par les NFT. Et là, ce cycle pourrait être, en tout cas, ça a déjà pas mal commencé comme ça, porté par les mêmes coins. Effectivement, est-ce que ces mêmes coins, ça se passe pas mal sur Solana? Est-ce que finalement, cette tendance-là n'aide pas aussi, tout simplement, la blockchain à avoir plus d'utilisateurs et plus de popularité et donc à se développer, quoi? Alors, pour revenir aussi à ce que je disais, en fait, j'aime bien vous comparer ça à des voitures. Vous avez votre triangle, et en fait, vous allez avoir soit une voiture qui va très vite, mais qui consomme beaucoup. Vous allez avoir aujourd'hui, en fait, Solana, c'est une voiture qui va vite. Aujourd'hui, où on peut faire beaucoup de bornes. Et l'idée, en fait, aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de personnes. On est la blockchain avec le plus de transactions aujourd'hui sur Solana. L'idée, elle est assez simple. On entend beaucoup parler du cycle Memecoin, de cycle des Memecoins en ce moment. Beaucoup se font sur Solana. Mais c'est une clé d'entrée pour pas mal de gens sur la crypto en général, et après les gens font leur éducation. Il y avait à l'époque, il y avait pareil avec les NFT, mais il faut savoir que par exemple sur une blockchain comme Solana, il y a énormément de protocoles qui existent. On parle des mêmes coins, mais il y a énormément de protocoles de DePIN qui permet en fait de décentraliser des objets physiques. Il y a beaucoup de DeFi qui est en train de se développer, et on a une richesse aujourd'hui de projets qui est assez exceptionnelle. On a par exemple, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais il y a les hackathons. Le hackathon, aujourd'hui, le hackathon Colosseum, c'est le hackathon avec le plus grand nombre de participations dans le monde. Quoi, en fait, un hackathon, hackathon, c'est très simple. On donne une problématique et on doit répondre à cette problématique et tout le monde peut y participer. Et donc, du coup, c'est excellent pour un écosystème car ça permet en fait de créer des projets et des business qui vont... C'est un appel d'offres grandeur nature, quoi. Voilà, et... pas vraiment appel d'offres parce qu'en fait on fait un peu, les gens feront un peu ce qu'ils veulent. Ils peuvent gagner un peu d'argent avec des prix spéciaux pour récompenser, mais c'est vraiment propice à la création de projets. Ce qui est hyper intéressant, c'est que ça permet de développer énormément de nouveaux produits, services sur la blockchain Solana. Et en fait, ça aujourd'hui, ça nous permet d'avoir une diversité aujourd'hui de produits disponibles où les gens trouvent en fait tout leur bonheur. Et plus on fait ça, moi j'aime bien dire que Solana c'est une blockchain assez entrepreneuriale, où il y a énormément de projets et de diversité. Et pour ceux qui étaient là avant 2022, Solana, c'est assez fou ce qui s'est passé parce qu'il y a eu des évolutions, notamment dans son cours, notamment au moment de la chute de FTX. Solana a été beaucoup décrit à ce moment-là. Il y avait des pannes, il y avait beaucoup de doutes autour de cette blockchain-là. Puis finalement, Lilian, depuis là, quelques mois, il y a eu des performances, en tout cas au niveau de son prix, assez incroyable. Comment est-ce qu'on peut expliquer tout ça, ce comeback de Solana? Alors souvent on a tendance à dire un petit peu rigolant, dès que le prix monte, ça y est, la tech revient, alors que c'est pas forcément vrai. Mais là c'est vrai qu'on n'entend plus trop parler en ce moment de bugs. Le prix repart et tout le monde, ça devient un peu presque une blockchain à la mode, alors que ça l'était pas du tout, en tout cas plus du tout, il y a quelques mois, entre guillemets. On va dire que, je parle pour le grand public, ouais, là, pas forcément pour les connaisseurs. En fait, 2021, ça a été vraiment l'année de la confirmation pour Solana. C'est-à-dire qu'il y avait cette bataille entre tous les Ethereum killers, donc toutes les blockchains qui voulaient concurrencer Ethereum. Dans toutes celles-là, pour moi, la seule qui a réussi à tirer son épingle du jeu, c'est Solana. 2021, c'était la folie des NFT. Ça a très bien fonctionné. Et puis 2022, effectivement, FTX a été le coup dur parce que FTX, Alameda, Sam Bankman-Fried était pas mal, soutenait pas mal Solana. Et donc forcément, quand vous avez ce genre de scandale, c'est compliqué. Donc le cours était tombé très bas. J'étais le premier à le dire. Pour moi, c'était un peu compliqué d'imaginer que Solana allait pouvoir se relever. Et je le dis maintenant, ça ne me dérange pas de le dire, j'avais du mal à y croire parce que pour moi, Sam Bankman-Fried avait une influence trop importante sur Solana. Et c'est pour ça que je l'ai observé avec encore plus de satisfaction de voir que, en fait, quand vous avez des développeurs qui ne cessent de continuer à construire, des communautés qui font des efforts pour essayer de relancer l'activité. Et on va prendre l'exemple d'un memecoin, le memecoin Bonk. Il ne faut pas oublier que c'était en plein cœur de bear market, un memecoin qui s'est lancé en disant nous on va juste relancer l'activité sur Solana, et voilà, c'est tous ceux qui ont tenu le bear market, voilà, c'est un cadeau. Et bon, en fait, c'est comme ça que Solana a réussi à se reconstruire, mais c'est pas une
on va dire, c'est pas une tendance où on dit ça y est, Solana est cher, revenons sur Solana. Il y a plus une construction dans le long terme, et ça s'est passé par des memcoins, mais les memcoins, au-delà de ce que c'est plus un exemple de voilà, quand vous avez des frais faibles et que vous avez beaucoup de monde, on peut s'amuser avec des memcoins, avec des NFT ou avec la prochaine chose avec les gens, avec lesquelles les gens auront envie de s'amuser. Et ça m'emmène assez logiquement sur l'autre sujet, c'est en fait, on parlait de Solana à la fondation, mais on parle aussi de Super Team, qui sont en fait aujourd'hui, on reparle de voitures décidément. Rapidement, il nous reste assez peu de temps, mais qu'est-ce que vous faites à Super Team France? C'est ça, ouais. C'est l'objectif. C'est en gros aujourd'hui, la fondation fournit le moteur avec comment est-ce que la blockchain tourne, et nous en fait, on va être un peu l'air dans les pneus qui vont permettre d'aller beaucoup plus vite sur le développement. En fait, il y a 19 entités partout dans le monde qui permettent en fait le développement de la blockchain Solana. Par des relais de communication, de l'éducation, de l'organisation de hackathons, de l'aide comme un peu un incubateur, et plein d'autres missions. L'idée, c'est de driver en fait tous les jeunes créateurs qui travaillent sur la blockchain et de pouvoir les diriger en fait vers la route du succès en leur donnant juste les clés, les contacts, etc. Et Super Team France aujourd'hui a été créé en juillet, et du coup on fait énormément de choses pour développer l'écosystème français sur Solana. Et ben, vous reviendrez nous parler de tout ça, de tous ces développements sur Solana. Lilian, il nous reste une grosse minute. Quand même un mot sur cet airdrop historique de Hyperliquid qui est tombé. Ouais. Très rapidement, qu'est-ce qu'il a de spécial? Probablement le plus gros airdrop de 2024, l'un des plus gros de l'histoire des cryptos. Je crois qu'au lancement, Hyperliquid a distribué 31% de ses tokens entièrement à sa communauté. Ça fait à peu près $1 milliard au lancement de valorisation, 3 milliards au top ce week-end. Donc c'est un airdrop énorme, 100 000 utilisateurs seulement qui étaient éligibles. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il fallait utiliser l'application. Ouais, okay. C'est du farming. L'objectif, c'est de créer en fait un système de points où en fait on va incentiver les gens à utiliser la plateforme, et pour les récompenser, c'est comme une carte de fidélité dans une pizzeria. On va vous dire, vous passez plusieurs fois et à la fin vous avez votre pizza gratuite. Et l'idée, c'est d'avoir justement les tokens en utilisant la plateforme. Et là, Lilian, la fidélité, ça peut rapporter gros, parce que vous m'avez dit qu'il y a certains utilisateurs qui ont gagné quasiment 2 millions d'euros en équivalent. Au-delà, mais alors ça concerne peu d'utilisateurs. Non, mais ça concerne peu d'utilisateurs. Il faut savoir qu'ils ont dépensé aussi énormément de frais sur la plateforme pour accumuler ces points, pour récupérer de l'argent. L'idée pour moi, et j'en reparlerai probablement dans une autre émission parce qu'on n'a pas le temps de finaliser là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire sur Hyperliquid, c'est qu'au-delà même de cette distribution d'argent, derrière il y a une vraie stratégie qui pour moi a donné une leçon à tous les projets qui sont sortis dans ces 2 dernières années dans l'écosystème crypto, beaucoup trop financés par des VC qui n'ont pas mis la communauté en avant. Quand on ne met pas la communauté en avant, dans un écosystème qui est communautaire, on se fait souvent punir. Hyperliquid a décidé de mettre la communauté en avant, et pour plein de raisons, et je vous le réexpliquerai, mais en tout cas je vous invite, pour ceux qui nous écoutent, parce que j'ai pas le temps de le faire, de vous renseigner sur Hyperliquid, puisqu'il y a plein de choses intéressantes à voir. Voilà. On en reparlera effectivement ici. Messieurs, merci d'avoir été avec nous. Donc Arthur Dietrich, un directeur de Super Team France, donc chez Solana, et puis Lilian Aliaga, cofondateur de Hawk Research. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve demain 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.